Bonjour, nous poursuivons le cours sur les espaces vectoriels avec une notion importante, celle d'application linéaire. Alors, une application linéaire va être une application d'un espace vectoriel dans un autre qui a certaines propriétés. Commençons tout de suite. Alors, par le point numéro 6, donc, application linéaire. Je donne ici les définitions et les notations usuelles. Alors, là, je vais prendre exactement les mêmes notations que dans le polycopier, à savoir les espaces vectoriels de départ et d'arrivée s'appellent E et E'. Ce sont deux K espaces vectoriels, K étant le corps de base, K c'est soit R, soit C. Je considère une fonction, ou une application, petit f de grand E dans grand E', on dit que f est linéaire si et seulement si elle vérifie deux propriétés qu'on peut résumer en disant que l'image d'une somme de vecteurs c'est la somme des images et que l'image de scalaire fois un vecteur c'est scalaire fois son image avec des propriétés quantifiées pour tout vecteur x et y dans E. L'image par f de x plus y, c'est f de x plus f de y. Alors, j'attire votre attention ici sur le fait que le symbole plus ne signifie pas forcément la même chose. Regardez, ici le plus que nous avons là est la somme à l'intérieur de l'espace vectoriel E, puisque x et y sont dans E. Alors que le plus qui est là indique la somme entre deux vecteurs de E'. Alors on aurait pu l'appeler plus prime en quelque sorte, mais cela aurait alourdi les notations. Donc la convention que l'on prend ici, c'est que l'on note de la même façon la loi plus dans l'espace de départ, E, et dans l'espace E', bien qu'elle puisse recouvrir deux définitions différentes. Ça peut être la somme de deux polynômes à l'arrivée et la somme de deux scalaires ou NUplay au départ. Deuxième propriété que doit vérifier une application linéaire, pour tout scalaire, donc pour tout lambda appartenant à K, et pour tout vecteur x de E, l'image de lambda x c'est lambda fois l'image de x. Là aussi, j'attire votre attention, le point non écrit ici entre lambda x et la multiplication externe par un scalaire d'un vecteur de E, puisque x est dans E, alors que le point non écrit ici entre lambda et f de x est la multiplication par lambda d'un vecteur de E'. Alors, vous lirez dans le polycopier qu'une proposition équivalente à ces deux-là est la suivante. Pour tout couple lambda mu de k carré et pour tout couple xy de vecteurs de E, l'image par f de lambda x plus mu fois y, c'est lambda fois f de x plus mu fois f de y. On peut dire, en simplifiant, que l'image d'une combinaison linéaire de vecteurs de E est la combinaison linéaire des vecteurs images. Alors, ça, c'est la définition. À connaître absolument bien sûr. Une notation, comme à chaque fois qu'on définit de nouveaux objets, on les regroupe à l'intérieur d'un ensemble auquel on donne un nom. Alors ici, on note grand L de E dans E'. Il y a bien un prime ici, c'est l'ensemble d'arrivée, donc on met grand L pour linéaire. Ici, l'espace vectoriel de départ, là, l'espace vectoriel d'arrivée. Ce grand L de E dans E' désigne l'ensemble de toutes les... Alors, j'ai écrit AL pour application linéaire, l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans E'. Alors, on va voir quelques propriétés fondamentales des applications linéaires et un exemple important juste après. Alors, avant un exemple important, parce que plus général, un exemple plus particulier, prenons une application petit f qui va de R3 dans R2 et qui a tout triplet x1, x2, x3, associe le couple 2x1 moins x2 plus x3
x1 plus 2x3. Alors, vous constatez que par rapport au poly, j'ai choisi la notation x1, x2, x3 plutôt que x, y, z, pour qu'on pense bien que ceux-là sont les composantes du vecteur x flèche que dans la définition, j'ai pris comme étant l'élément de l'espace de départ. Bon, les deux notations sont évidemment strictement équivalentes. Alors, je vous laisse vérifier que pour lambda et mu des réels, si on applique f à la combinaison linéaire lambda facteur du vecteur x1, x2, x3 plus y fois le vecteur y1, y2, y3, alors on trouve lambda fois f de x1, x2, x3 plus mu fois f de y1, y2, y3. Conclusion ici, cette application appartient à linéaire de R3 dans R2. Voilà un exemple. Une proposition qu'il faut connaître évidemment. On revient au cas général, soit F, une application, attention, ici de E, donc une application linéaire de E dans E'. Je vous rappelle que grand L de E dans E' désigne l'ensemble des applications linéaires de grand E dans E'. Alors, forcément, l'image du vecteur nul de l'espace vectoriel E est le vecteur nul de l'espace vectoriel E'. La preuve se fait facilement en disant que f de 0 de E, c'est f de 0 fois 0 de E. En considérant 0 comme le scalaire lambda de la définition, on a lambda fois f de 0 de E. Attention, celui-là, f de 0 de E, est maintenant un élément de E'. Donc 0 fois un vecteur de E', ça fait le vecteur nul de E'. Du vocabulaire sur les applications linéaires. Soit petit f, une application, alors pour l'instant quelconque, de grand E dans grand E', E et E' étant des cas espaces vectoriels, je vous le rappelle. Alors, on dit que f est un morphisme d'espace vectoriel. Alors, de grand E dans grand E', mais si on a posé cette notation pour f, c'est clair et on n'a pas besoin de le rappeler, je le mets quand même ici. Donc je répète, est un morphisme d'espace vectoriel si et seulement si f est linéaire de E dans E'. Donc vous voyez que application linéaire et morphisme d'espace vectoriel, cela signifie la même chose. On rajoute une précision, un préfixe plus exactement, isomorphisme. On dit que f est un isomorphisme donc de grand E dans grand E' ici. Si et seulement si petit f est linéaire de E dans E', et de plus, f est bijective. Donc les isomorphismes sont les morphismes bijectifs. Les morphismes d'espace vectoriel bijectifs. Je poursuis le vocabulaire dans le cas où E égale E' dans un instant. Quand E égale E', donc commençons par une notation. Au lieu de noter grand L de E dans E, l'ensemble des applications linéaires de E dans lui-même, on simplifie la notation en écrivant simplement grand L de E. Notez ça, grand L de E signifie linéaire de E dans E. Alors, vocabulaire, soit petit f pour l'instant une application quelconque de grand E dans grand E. On dit que f est un endomorphisme, sous-entendu de E. Endo signifie à l'intérieur de, si et seulement si, donc f est linéaire de E dans E. Un endomorphisme est un morphisme d'espace vectoriel qui va de celui-ci dans lui-même. Alors, là aussi, on rajoute un préfixe quand l'application en question est bijective. Ce n'est pas le même dans le cas des endomorphismes que dans le cas des morphismes quelconques. On dit que f est un automorphisme de E, si et seulement si f est linéaire de E dans E, et f est bijective.
vous voyez que les automorphismes sont en fait les iso-endomorphismes. Endomorphisme parce que ce sont des applications linéaires de E dans E, iso parce que ils sont bijectifs. On concatène, on réunit les deux préfixes en auto. Automorphisme veut dire endo-isomorphisme. Voilà pour ces points de vocabulaire. Alors, l'exemple important auquel je voulais arriver est celui-là. La forme de toute application petit f lorsque petit f est linéaire de k exposant n dans k exposant p. Je rappelle que k exposant n, c'est l'ensemble des n uplets à composantes dans k. K exposant p étant l'ensemble des p uplets à composantes dans k. Alors, le fait qu'on mette n ici et p là n'a pas d'importance, ce n'est qu'une notation. Vous verrez qu'on échangera cette notation au moment d'utiliser les matrices pour parler d'application linéaire, parce que c'est la notation usuelle pour l'indice des lignes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, une proposition, soit n appartenant à n étoile, et petit f une application qui va de k exposant n dans k, qui va donc de l'ensemble des n uplets dans le corps de base. Je donnerai un vocabulaire pour une telle application juste après. Alors la proposition est la suivante. Petit f est linéaire, donc linéaire de k exposant n dans k, si et seulement si il existe des scalaires A1, A2 jusqu'à AN, tel que f est l'application qui a tout x1, x2 jusqu'à xp, associe le scalaire ax1 plus ax2 plus an xn. Autrement dit, vous voyez qu'une application linéaire de k exposant n dans k est caractérisée par la donnée de n scalaires qui permettent d'écrire l'image du vecteur x1, x2 jusqu'à xn comme le scalaire ax1 plus a2x2 plus an xn. On fait la preuve, ou du moins je vous donne une idée de la preuve tout de suite, et on en vient à la généralisation pour f appartenant à k linéaire de k exposant n dans k exposant p. Faisons la preuve de notre propriété, soit donc grand f une fonction, pour l'instant quelconque, qui va de k n dans k. L'idée, pour caractériser le fait que f est linéaire, c'est d'utiliser la base canonique de l'espace de départ. C'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on utilise des applications linéaires. Alors, je vous rappelle ce que c'est. On appelle E1 le vecteur, le n-uplet 1, suivi par que des zéros. E2 le n-uplet 0, 1 et que des zéros. En le n-uplet que des zéros, finissant par un 1. Alors, on a vu hier dans le cours, enfin hier, la dernière fois que vous avez regardé la vidéo, que E1, E2 jusqu'à En est la base canonique de k exposant n. Alors d'abord, c'est une base. Tout vecteur peut s'écrire de façon unique, tout vecteur de k exposant n peut s'écrire de façon unique comme une combinaison linéaire des vecteurs E, et cette combinaison linéaire est unique. Elle s'appelle canonique parce que pour un vecteur x1, x2 jusqu'à xn, les coefficients de la combinaison linéaire sont justement ses composantes. Alors, première implication, on suppose que petit f est linéaire de k exposant n dans k. Nous devons montrer que f est l'application qui a x1, xn associe a1, x1 plus a2, x2 plus an, xn, où a1, a2 et an sont des scalaires à déterminer. Alors, l'idée est la suivante, regardez, f de E1 est un scalaire. E1 est dans k exposant n, son image est donc un scalaire. Je vais l'appeler A1. F de E2, c'est un scalaire aussi, je l'appelle A2. Et je vais comme ça jusqu'à f de n, qui est un scalaire que j'appelle an. On prend qui le n uplet x1, x2, xn appartenant à k exposant n. C'est là que l'utilisation de la base canonique devient intéressante. Qui, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk fois ek. Alors, f de qui, c'est donc f de cette somme. Alors, le point est important et je voudrais insister là-dessus.
On a vu dans la définition qu'une application linéaire est une application qui a une combinaison linéaire de vecteurs associe la combinaison linéaire des images. Ça marche pour 2 vecteurs, mais ça marche aussi pour n vecteurs. Vous pouvez peut-être mettre ça dans la marge en généralisation sur le fait que la caractérisation par f de lambda x plus y égale lambda f de x plus lambda f de y pour une application linéaire est vraie, mais on peut en déduire que ça marche pour que l'image d'une combinaison linéaire de vecteurs et la combinaison linéaire des images. Ici, ça va nous donner somme pour k égale 1 jusqu'à n des x k f de ek. Oui, mais c'est-à-dire que f de x1, x2 jusqu'à xn, donc f de qui? F de x1, x2 jusqu'à xn. Regardez, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n. Les f de k étant les ak, ça fait ak xk, à savoir a1 x1 plus a2 x2 plus an xn, comme annoncé. Donc vous voyez qu'une condition nécessaire pour que f de k exposant n dans k soit linéaire est que l'image d'un n-uplet soit de cette forme où les a sont des scalaires. Alors, dans un deuxième temps, réciproquement, qu'est-ce qu'on fixe? On fixe des scalaires, attention, A1, A2 arbitrairement dans K. Et là, je vous laisse le faire. On montre que l'application petit f qui a un n-uplet x1, x2 jusqu'à xn associe a1, x1 plus a2, x2 plus 3 petits points plus an, xn est linéaire. Donc, vous voyez que on a bien montré l'équivalence voulue et que l'on a décrit ici toutes les applications de k exposant n dans K. Alors, on va généraliser aux applications de k exposant n dans K exposant P tout de suite. D'abord un petit peu de vocabulaire. Je vous rappelle que E est un K-espace vectoriel. Une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans K. K étant le corps de base de E. Quand une application linéaire va de E dans son corps de base, on dit que c'est une forme linéaire. C'est le cas avec les notations utilisées précédemment, si et seulement si F appartient à l'ensemble grand L de E dans K. Je vous donne ce vocabulaire pour vous reformuler la propriété que l'on a montrée à l'instant. On a montré que les formes linéaires sur K exposant n, donc les applications de K exposant n dans K, sont les applications de la forme F qui a x1, x2, xn associe a1, x1 plus a2, x2 plus an, xn, où les scalaires a1, a2 jusqu'à an sont fixés dans K. Une remarque intéressante, ici ce scalaire, vous pouvez l'écrire, regardez, à l'aide de matrices. A1, A2, la matrice comme ça jusqu'à AN, multiplié par la matrice colonne X1, X2 jusqu'à Xn. Ce nombre-là, enfin c'est cela, hein, tout ce nombre-là vaut cette matrice ligne multipliée par cette matrice colonne. C'est même une bonne façon de faire la réciproque de la preuve précédente, à savoir que si je vous donne des A comme ça fixés, l'application qui est là
est linéaire. En effet, vous voyez, si vous lui appliquez au lieu d'une colonne de x, une colonne de x plus une colonne de y, l'image d'une somme va être la somme des images. De même, si vous lui appliquez lambda fois une colonne de x, l'image de lambda x va être lambda, l'image de x. Venons-en enfin à la propriété qui nous occupe, soit petit f, une fonction qui va de k exposant une application, puisqu'on donne ici son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée, une application donc qui va de k exposant n dans k exposant p. Bon, l'idée c'est que k exposant p, pour décrire k exposant p, il faut donner p scalaire. Le premier, qui va dépendre évidemment du qui que l'on prend au départ dans n, je l'appelle f1 de qui. De même, le deuxième scalaire, je l'appelle f2 de qui. Et je vais comme ça jusqu'à fp de qui. L'idée, c'est que donner une application de k exposant n dans k exposant p, c'est donner p application de k exposant n dans k. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que f est linéaire si et seulement si, quel que soit i appartenant à un p, fi, je vous rappelle qu'il va de k exposant n dans k, est linéaire. Autrement dit, si et seulement si la propriété que nous venons voir, quel que soit i appartenant à un p, il existe des scalaires que maintenant je peux appeler AI1, AI2 jusqu'à AIN, telles que la fonction fi est celle qui a x1, x2 jusqu'à xn associe à i1, x1 plus à i2, x2 plus à in, xn. Voilà la description des applications linéaires de k exposant n dans k exposant p. Je vais l'exprimer légèrement différemment pour faire une première introduction aux matrices. Un petit complément donc sur l'association d'une matrice à une application linéaire de k exposant n dans k exposant p. Le résultat que nous venons de montrer s'exprime aussi, soit f une application de kn dans kp, elle est linéaire si et seulement si il existe. Donc, pour chaque i allant de 1 jusqu'à p, des scalaires qu'on a appelés a11, a12, a1n, etc. Mais vous voyez, cela, ça forme une matrice. Alors ici, elle est dans M, P ligne, N colonne, un coefficient dans K. Tel que pour tout que x1 jusqu'à xn appartenant à K exposant n, l'image de ce vecteur, c'est A multiplié par x1, x2 jusqu'à xn. En effet, je rappelle que cette matrice multipliée par cette colonne, c'est la colonne obtenue en multipliant cette ligne par celle-là. Ça donne la première composante, puis cette ligne par la colonne ici, ça donne la deuxième composante, etc. Donc ça, c'est une reformulation matricielle du résultat que nous venons d'obtenir. Alors quand l'application qui est là est vraiment linéaire de k exposant n dans k exposant p, on dira que la matrice A, ici, est la matrice associée à petit f dans les bases canoniques de k exposant n et k exposant p. On dira aussi canoniquement associé à f.
la matrice canoniquement, plus rapidement, la matrice canoniquement associée à petit f. Voilà pour cette catégorie particulière d'applications linéaires. On va s'occuper maintenant d'images directes et d'images réciproques de sous-espaces vectoriels par une application linéaire pour aller vers la notion de noyau et d'image. Passons donc au point 6.3, images directes ou réciproques de sous-espaces vectoriels. Alors je vous rappelle que grand E, muni de la loi plus et point, et grand E prime, muni alors peut-être d'une autre, hein. Vous savez qu'on les écrit pareil, mais ce sont peut-être pas les mêmes. En tout cas, d'une loi plus et d'une loi point sont deux cas espaces vectoriels. En revanche, il est important que ce soit des espaces vectoriels sur le même corps. Les lois plus et point peuvent être différentes, mais pas le corps de base. Propriété, soit f une application linéaire de grand E dans grand E prime, si h est un sous-espace vectoriel de E, alors son image directe par f est un sous-espace vectoriel de E'. C'est exactement la propriété du polycopié. Je l'ai appelé h au lieu de f pour éviter la prononciation de image directe par petit f de grand F. Alors, il s'appelle h, c'est un sous-espace vectoriel de grand E. Que signifie son image directe par h? Un petit rappel. L'image directe de h par f, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme f de x quand x décrit grand H. N'oubliez pas que ceci est inclus dans E'. On peut l'écrire effectivement, l'ensemble des x' appartenant à E', x' appartenant à E', tel que il existe x appartenant à h et vérifiant x' égale f de x. Je répète, c'est un sous-espace vectoriel, enfin pas encore, pardon, c'est un ensemble de E'. Il faut justement montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, d'abord, il faut qu'il ne soit pas vide. Mais une propriété immédiate des fonctions linéaires, c'est que 0 de E', c'est l'image du 0 de E. Or, le 0 de E est dans H. Donc vous voyez que le 0 de E' est l'image par f d'un élément de H. Autrement dit, le 0 de E', j'insiste, le 0 de E' est dans l'image directe de H. Ceci nous assure que l'image directe de H n'est pas vide. Première chose, ensuite, il faut montrer qu'il est stable par combinaison linéaire. Eh bien, prenons deux de ces éléments, soit donc le vecteur x' et le vecteur y' dans l'image directe de H, et soit deux scalaires que j'ai appelés lambda et mu. Alors, on a, avec la définition x' égale f de x, où x est un élément de H, y' égale f de y, où y est un élément de H. Alors, on montre que lambda x' plus mu fois y', c'est assez simple à montrer, c'est f de, ouvrez la parenthèse, lambda x plus mu y. Oui, mais dans ces cas-là, ça appartient, puisque ça, regardez, H est un sous-espace vectoriel, donc si x et y sont dans H, lambda x plus mu y appartient à H. Et l'image d'un objet de H est dans l'image directe de H. On a donc montré que si x et y' sont dans l'image directe de H, lambda x plus mu y, lambda x' plus mu y' est dans l'image directe de H. Donc ceci prouve notre propriété. Alors, on va faire la propriété pour l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de E' maintenant. Allons-y. Proposition, soit donc f une application linéaire de grand E dans grand E',
Si H' est un sous-espace vectoriel de E', alors son image réciproque par F est un sous-espace vectoriel de grand E. Là encore, rappelons ce que signifie l'image réciproque de H'. Il s'agit de l'ensemble des X appartenant à E, dont l'image est dans H'. Remarquez qu'il est inclus dans E, cet ensemble. Attention aux notations, vous savez qu'il y a une ambiguïté. F-1 précédé des crochets, ici, là, ne signifie pas la réciproque de F. Cet objet, en tant que fonction, n'existe que si F est bijective, c'est-à-dire dans le cas où F est linéaire, quand F sera un isomorphisme. L'application fonctionne pour toute application petit f linéaire. Ceci est juste la description des antécédents des éléments de H'. Alors, faisons la preuve. Il s'agit là encore de montrer qu'un sous-ensemble de E est un sous-espace vectoriel. Montrons d'abord qu'il n'est pas vide. On a l'image du 0 de E, c'est le 0 de E'. Mais le 0 de E' est dans H'. Pourquoi? Parce que H' étant un sous-espace vectoriel de E', il contient son vecteur nul. Ceci assure que l'image de 0 de E est dans H', et donc que le 0 de E est dans l'image réciproque de H'. Montrons maintenant que notre ensemble est stable par combinaison linéaire, soit petit x et petit y dans l'image réciproque de H', soit lambda mu de scalaire. Alors, par définition, on a f de x appartient à H' et f de y appartient à H'. Oui, mais alors essayons de calculer l'image de f de lambda x plus mu y. Comme f est linéaire, ça fait lambda f de x plus mu fois f de y. Maintenant, que sait-on de f de x? Il est dans H'. Que sait-on de f de y? Il est dans H'. Oui, mais H' étant un sous-espace vectoriel de E', tout ça appartient à H'. Et ceci assure donc que lambda x plus mu y appartient à l'image réciproque de H'. Alors, on a montré que pour x et y dans l'image réciproque, et pour lambda mu de scalaire, la combinaison linéaire lambda x plus mu y est toujours dans l'image réciproque de H', ce qui termine notre preuve. Alors, deux sous-espaces vectoriels, l'un image directe, l'autre image réciproque, sont très importants et s'appellent respectivement le noyau et l'image. On va les définir tout de suite et donner leurs propriétés. Alors, dans le point 6.4, donnons la définition et les propriétés de deux ensembles très importants concernant une application linéaire. J'écrirai parfois AL. Le noyau d'une part et l'image. Je rappelle qu'ici, grand E comme ensemble de départ et grand E' comme ensemble d'arrivée sont des cas espace vectoriel. La définition, en deux temps donc, soit F une application linéaire de grand E dans grand E', le noyau de petit f, alors, est l'image réciproque du plus petit sous-espace vectoriel de E', c'est-à-dire le singleton qui contient que le 0 de E', image réciproque du singleton contenant le 0 de E'. C'est une définition un petit peu plus abstraite. Il vaut mieux l'écrire autrement, nous allons le voir tout de suite. D'abord, sa notation, on le note KER pour Ker en allemand. Donc KER, évitez Ker de F, dites noyau de F, c'est peut-être plus élégant. Donc le noyau de F, si vous voulez vous en rappeler, et c'est cela qu'il faut citer si on vous demande ce que c'est, on traduit simplement ça, c'est l'ensemble des X appartenant à E dont l'image par petit f est nulle. L'ensemble des X appartenant à E dont l'image par petit f est nulle. Néanmoins, ici, la définition numéro 1 m'assure que c'est l'image réciproque par f d'un sous-espace vectoriel de E'.
Je peux donc dire que le noyau de F est un sous-espace vectoriel de grand E. Mais je répète, si on vous demande qu'est-ce que c'est que le noyau, répondez l'ensemble des éléments X de grand E dont l'image est nulle. Voilà pour le noyau. Deuxièmement, l'image de grand F. Ça, c'est l'ensemble image directe par petit f du plus gros sous-espace vectoriel de E, qui est E lui-même. Donc, c'est l'image directe de E. Donc, on dit que l'image de petit f, alors, on le note im, cette fois pour image. Alors, image de petit f, en reprenant les notations du paragraphe précédent, c'est l'ensemble des f de x quand x décrit E. Ou bien encore, et c'est tout aussi important, l'image de f, c'est l'ensemble des éléments de E', l'ensemble des éléments de E' qui ont un antécédent par petit f. Ce sont les éléments de E' qui sont atteints par petit f. Là encore, le fait que ce soit l'image directe de grand E et que grand E soit un sous-espace vectoriel de lui-même assure que l'image de f est un sous-espace vectoriel de E'. À l'arrivée, voilà pour ces deux importantes définitions. On voit tout de suite deux propriétés qui lient l'injectivité au noyau, la surjectivité à l'image. Proposition, donc, soit petit f une application linéaire de grand E dans grand E', f est injective si et seulement si son noyau est réduit au 0 de E. Et d'autre part, f est surjective si et seulement si son image, c'est toute E'. Alors, faisons la preuve. Bon, 2 est une quasi-évidence. Faisons la preuve surtout de 1 et en 2 points. Alors, c'est une équivalence. On suppose d'abord que petit f est injective. Pour x appartenant à E, attention, il n'y a pas besoin de flèches ici. Il ne faut pas quand même que je mette des flèches partout. On a les équivalences suivantes. Alors, on va essayer de déterminer le noyau. Il faut montrer que ceci est vrai. Alors, prenons la propriété x appartient au noyau. Ça équivaut, je vous le rappelle, à f de x égale 0 de E'. Mais cela équivaut à f de x égale f de 0 de E. Cela, c'est la définition, et ça, c'est parce que le 0 de E', c'est l'image par f du 0 de E. Et c'est là qu'on utilise le fait que f est injective. On sait que cela, ça implique que x égale 0 de E. Mais, je vous rappelle, une application injective est une application qui, si deux éléments de l'ensemble de départ ont la même image, alors ils sont égaux. Vous voyez qu'ici, la réciproque est évidente. Si x égale 0 de E, on ne le met pas en général dans l'écriture de l'injectivité, mais c'est parce que là, le retour est évident. Qu'a-t-on donc si f est injective? Un élément de E est dans le noyau, si et seulement si, c'est le vecteur nul. On a donc le noyau de petit f est réduit à 0 de E. Réciproquement, supposons que le noyau de petit f est réduit à 0. Alors, il s'agit de montrer que petit f est injective. On fait comme souvent, voire tout le temps, à quelques exceptions près. On prend deux éléments dans grand E et on suppose qu'ils ont la même image par petit f. Alors, je vous rappelle, il faut montrer que, avec les notations que j'ai choisies, x1 égale x2. Mais ici, on a f de x1 moins f de
x2 égale 0 de E', oui, cette égalité là a lieu dans E', donc si j'ajoute moins f de x2 de chaque côté, j'ai ceci, c'est-à-dire que l'image de par f de x1 moins x2, c'est le 0 de E'. Mais écrire ça, c'est dire que x1 moins x2 a une image nulle. C'est donc dire que x1 moins x2, x1 moins x2 est dans le noyau. Hop, x1 moins x2 appartient au noyau de f. Mais je viens de supposer que le noyau de f est nul. Donc x1 est réduit à 0 plutôt, donc x1 moins x2 c'est le 0 de E et x1 égale x2. Alors, vous voyez que ceci assure que, en prenant ici deux éléments qui ont la même image, ces éléments sont égaux. Alors, ici, petit f est injective, ce qui assure la preuve de 1. Alors, la preuve de 2 est une quasi-évidence, si vous vous rappelez ce que c'est que l'image de petit f. Je vais quand même l'écrire dans le tableau suivant. Parlons donc de la surjectivité pour une application linéaire de grand E dans grand F. Je rappelle la définition, f est surjective si et seulement si. Pour tout élément x' de l'ensemble d'arrivée, ici E', il existe un élément x de l'ensemble de départ dont l'image est x'. Une application surjective est une application telle que tout élément de l'ensemble d'arrivée est atteint par f. On peut écrire ça de la façon suivante. Pour tout x' appartenant à E', x' est dans l'image directe de E. C'est-à-dire aussi si et seulement si E' est inclus dans l'image directe de E. Mais ce qui est clair, c'est que l'image directe de E est inclus dans E'. Autrement dit, la propriété ici là peut s'écrire si et seulement si l'image directe de E c'est E', c'est-à-dire si et seulement si l'image de f égale E' au sens où on l'a défini tout à l'heure. L'image de f étant justement l'image directe de grand E, l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble d'arrivée atteints, ou l'ensemble de tous les f de x quand x décrit E. Voilà qui achève la démonstration du point 2. Une remarque à propos de ces inclusions au lieu d'égalité. On a dit f est injective si et seulement si le noyau de petit f égale 0. En fait, on peut se contenter de inclus dans 0 de E. Parce que quelque chose qui est clair, c'est que le 0 de E, en tant que singleton, est inclus dans le noyau de f. C'est-à-dire que le vecteur 0 de E appartient au noyau de f. Alors, cette inclusion évidente assure que les conditions nécessaires à la suffisance d'injectivité, c'est le noyau est inclus dans 0. De même, ça c'est si et seulement si E' est inclus dans l'image de petit f. Et ces deux inclusions-là, plutôt que des égalités, sont dues aux évidences qui sont ici en bleu. Alors, une conséquence de grand 1 et grand 2, c'est tout simplement la caractérisation de la bijectivité. Alors, je vous rappelle qu'une application bijective, c'est une application qui est à la fois injective et surjective. Autrement dit, f est bijective, et dans notre cas, comme elle est linéaire, on dira que f est un isomorphisme.
si et seulement si on a à la fois le noyau de f et 0 de E et l'image de petit f, c'est tout E'. Remarquez que toujours dans le même esprit en bleu, là, c'est si et seulement si le noyau de petit f est inclus dans 0 de E et E' est inclus dans l'image de petit f. Voilà, on va terminer sur ce sujet avec l'exemple du poly, l'exercice 13. Je ne veux pas le refaire, mais je veux vous montrer une autre façon de présenter les calculs. Alors, regardons l'exercice 13 du polycopier. On introduit une fonction petit f, une application, parce qu'on a son ensemble de départ, qui va de R2 dans R3 et qui a un couple xy associé x moins y, x plus 2y et moins y. Vous voyez que j'ai changé très peu la façon d'écrire. J'ai simplement écrit les vecteurs de départ de façon verticale ainsi que les vecteurs d'arrivée. Ce que l'on remarque tout de suite, je vais prendre mon crayon marron et me revoici, c'est que, regardez, chaque ligne est composée de constante x plus constante y. Constante x plus constante y, constante x plus constante y, la constante ici étant égale à 0. Alors, on a vu tout à l'heure que ceci assure que f appartient à linéaire de R2 dans R3. Il y a d'ailleurs une façon matricielle d'écrire le triplet solution image, c'est la matrice 1, moins 1, ici 1, 2, ici 0, moins 1, appliquée à la colonne x, y. Alors l'exercice demande de voir si f est injective et surjective. Alors pour x, y appartenant à R2, on voit alors assez rapidement que l'image du couple XY, c'est le triplet 0, 0, 0, si et seulement si. Vous voyez déjà y égale 0, puis ici x plus 2y égale 0, donc si et seulement si, x égale y égale 0, autrement dit x, y égale 0, 0. On a donc noyau de petit f, c'est le singleton 0, 0, et petit f est 1, et petit f est injective. Deuxième point. Demandons-nous à quelles conditions un élément de R3 a un antécédent. Alors, prenons-en un, je l'appelle petit a, petit b, petit c, appartenant à R3, et prenons un xy, là encore, appartenant à R2. J'obtiens f de xy égale petit a, petit b, petit c, si et seulement si. Ici j'ai ce 1, moins 1, 1, 2, 0, moins 1, facteur de xy égale petit a, petit b, petit c. Alors, ce système est associé à une matrice augmentée, qui est la matrice 1, moins 1, petit a en deuxième colonne, 1, 2, petit b en deuxième colonne, 0, moins 1, et ici, petit c en troisième colonne, qui équivaut par ligne, on fait souvent ça, donc ici on va prendre ça comme le 1 ici comme pivot, donc 1 moins 1 avec petit a. Ici, alors je vais faire L2 moins L1. Je vais mettre tout de suite B moins A pour me souvenir. Ici, il vient 0. Ici, il vient 3. Je laisse inchangé pour l'instant.
celle-ci, qui équivaut encore par ligne. Cette fois, je vais faire la ligne. Alors, bon, plutôt que d'échanger ici et de me servir de moins 1 comme pivot, je vais tout de suite faire 3 fois C plus D moins A, c'est-à-dire 3L3 plus L2 à la place de L3. Il vient 1, moins 1, petit a, ici 0, 3, B moins A, et ici, regardez, 0, 0. Alors, le problème, c'est que ce système, ici, petit s, là, regardez, ici, je l'ai échelonné, et il peut très bien être incompatible. En effet, il y a des ABC qui le rendent incompatible. S n'a pas de solution, lorsque ici moins 1 plus B plus 3C n'est pas 0. Autrement dit, il existe des ABC appartenant à R3 qui n'ont pas d'antécédent. C'est-à-dire que l'image de petit f n'est pas R3 et f est non, f n'est pas surjective. Elle ne l'est pas. Injective, mais pas surjective. Bon, avec la notion de dimension, on verra qu'en fait, il n'est pas possible pour une application de R2 dans R3 d'être surjective. Mais ici, on l'a montré, vous voyez, avec un calcul assez simple sous forme matricielle. Vous pouvez préférer, bien sûr, la présentation avec inconnu qui est donnée dans le polycopier. Hop, voilà pour cet exercice. Alors, terminons cette partie du cours avec le paragraphe 6.5 qui traite des images par une application linéaire de famille soit libre, soit génératrice. Alors, j'ai choisi des notations un petit peu différentes de celles du polycopier pour ne pas avoir à dire petit f pour une fonction et grand F pour une famille. Regardons dans les notations, j'ai pris petit phi. Phi est donc une application linéaire de grand E dans grand E'. Et j'ai pris grand F, une famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UN appartenant à un EN, N est dans N étoile ici, hein, bien sûr. Alors, je vais appeler F', alors ce qu'on appelle la famille image, c'est-à-dire le fait d'appliquer à tous les vecteurs de petit f l'application phi. U1 devient phi de U1, U2 devient phi de U2, U2 UN devient phi de UN. Voilà ce qu'on appelle la famille image de f par phi. Alors, les U sont des vecteurs de E, donc les phi de U sont des vecteurs de E'. Attention, hein. Donc f est une famille de vecteurs de E et f' est une famille de vecteurs de E'. Alors une propriété très simple en fait, hein, qui est là, qui s'annonce sous la forme suivante: l'image d'une famille liée est liée. L'image par une application linéaire d'une famille liée est liée. Et donc par contraposition, si l'image d'une famille est libre, c'est que la famille de départ était libre. Alors, voyons la preuve. On suppose que petit f est lié. Si on a à disposition, comme c'est le cas aussi, f est lié lambda 1, lambda n, des scalaires non tous nuls, tels que lambda 1 plus lambda 2 u2 plus lambda 2 len un égale 0, c'est-à-dire si grand f est lié, alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, essayons de calculer lambda 1 f de u1 plus lambda 2 f de u2 plus lambda n f de un. Avec la propriété fondamentale des applications linéaires, on peut rentrer les lambda sous les f puis réunir tout ça en f de lambda u1
plus lambda de U2 plus lambda n UN. Alors, ceci c'est f de cela. F de 0 de E. Mais f de 0 de E, c'est le 0 de E'. Donc, je répète, si on a une combinaison linéaire des U qui vaut 0, en fait, l'image de cette même combinaison linéaire vaut 0 de E'. Et regardez alors ce que l'on a. Ici, lambda 1, lambda n ne sont pas tous nuls, alors que lambda 1 f de U1 plus lambda n f de UN égale 0. Autrement dit, ici, f' est lié. Autrement dit, si f est lié, alors f' est lié, hein, puisque ici on a ça qui est nul, alors que cette combinaison linéaire-là est nulle, sans que ces scalaires soient nuls. Alors, je le répète, 2 se fait par contraposition. On a montré que si f est lié, alors f' est lié. La contraposée, si f' est libre, alors f est libre. La proposition est généralisable, et c'est ça qui, dans le polycopier, à mon avis, peut-être complique un petit peu l'énoncé. Il commence par prendre une famille quelconque. Là, j'ai commencé par prendre une famille finie. La propriété est généralisable à une famille quelconque. Alors, voilà pour cette propriété. On va en voir deux dernières qui concernent les applications injectives et surjectives. Alors, une proposition concernant l'injectivité et l'image de famille libre. Je prends phi, comme tout à l'heure, une application linéaire de grand E dans grand E'. Je suppose juste que E n'est pas réduit au vecteur nul. Alors, on a la propriété suivante. Phi est injective si et seulement si l'image de toute famille libre est une famille libre. Alors, la première dans E, l'autre dans E'. Je la redis pour que, notamment, vous ayez le temps de la noter. Pour toute famille, disons grand F égale U1 jusqu'à U2, UN, libre dans grand E, alors la famille F' formée des vecteurs phi de U1, phi de U2, phi de UN est libre dans E'. Attention, c'est une propriété en si et seulement si, et là une application. Vous voyez que l'injectivité était déjà une application. Si f de x1 égale f de x2, alors x1 égale x2, et ça équivaut aussi à une implication. Si une famille est libre, alors sa famille image est libre. Alors, faisons la preuve, là encore. Donc on va supposer d'abord que phi est injective, et que grand F, la famille ici prise, est libre. Il faut montrer que f' est libre. On prend donc n scalaires, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n, et on suppose que la combinaison linéaire lambda 1 phi de U1 plus lambda 2 phi de U2 plus lambda n phi de UN est le vecteur nul de E'. Parce que tout ça, ce sont des vecteurs de E'. On doit donc montrer que tous les lambda sont égaux à 0. Notre but est de montrer que cette famille est libre, et je vous rappelle que cela se fait en prenant des scalaires, en disant qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs est nulle, et en montrant que tous les scalaires de cette combinaison linéaire sont nuls. Alors, je répète, on a lambda 1 phi de U1 plus lambda 2 phi de U2 plus lambda n phi de UN égale 0' ou le 0 de E'. Oui, mais comme tout à l'heure, en utilisant les propriétés de phi qui sont la linéarité, ça s'écrit phi de lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN plus, etc. Vous voyez que j'ai remis tout ça sous un seul phi par linéarité. Ça reste égal à 0 de E'. Alors regardez ce qui se passe ici. L'image par phi du vecteur qui est là est le vecteur nul de l'arrivée. Mais on sait que phi est injective, donc son noyau est réduit à 0.
le seul vecteur de E dont l'image est 0 de E' est 0 de E. Ceci assure donc que le vecteur qui est là est 0 de E. Hop, donc lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN égale 0 de E. Enfin là, on peut utiliser la liberté de grand F, puisque maintenant on a lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN égale 0 dans E, et que F est une famille libre. Ceci nous assure que tous les coefficients lambda sont nuls, autrement dit lambda 1, lambda 2, lambda n égale 0, 0, jusqu'à 0. Regardez, soit ici, hop, si ça, alors ça. Autrement dit, on a ici grand F' est libre. Alors, la réciproque maintenant, on suppose que pour toute famille libre de E, sa famille image est libre, et on veut montrer que F est injective. Alors, pour cela, on suppose donc notre propriété. La propriété, ici, je vais l'appeler P. On suppose la propriété qui dit pour toute famille libre, l'image de cette famille est libre. Donc, on suppose la propriété petit p que je viens de indiquer. Prenons un vecteur U dans E qui n'est pas le vecteur nul. J'ai pris le soin de prendre E non réduit à 0. Alors, vous savez que dans ces cas-là, la famille qui ne contient que U est libre. Donc, d'après P, phi de U est libre. Mais en particulier, puisque c'est une famille libre dans E', ça assure que phi de U n'est pas 0. Alors, qu'est-ce que l'on a montré ici? On a montré que si U est différent de 0 de E, cela implique phi de U n'est pas le 0 de E'. Toujours par contraposition, phi de U égale le 0 de E' implique que U égale 0 de E. Et ceci, ça nous assure que dans le noyau de phi, il n'y a que 0. Ainsi, le noyau de phi est réduit à 0 de E et phi est injective. Donc je rappelle la propriété. La propriété, en deux mots, si donc pour phi appartient à linéaire de grand E dans grand E' avec la simple précaution E différent de E différent de d'un vecteur qui ne contiendrait que le vecteur nul. Phi est injective si et seulement si pour toute famille F de E libre, la famille image est libre. Et ça c'est généralisable comme tout à l'heure. La propriété est généralisable. Un grand F égale une famille UI
point I appartenant à un grand I quelconque, au lieu d'être fini comme nous l'avons vu ici dans cette preuve. Voilà qui achève la preuve concernant cette propriété sur l'injectivité. Reste à voir la dernière sur la surjectivité avec les familles génératrices. Alors, on vient de parler de familles libres et d'applications linéaires. Là, on va parler de familles génératrices et d'applications linéaires. Alors, une première proposition, prenons phi, une application linéaire de E dans E', et H, un sous-espace vectoriel de E. Si U1 jusqu'à UP est une famille génératrice de H, alors regardez, la famille des phi de U1 jusqu'à phi de UP est génératrice de phi de H. Alors, je fais la preuve assez rapidement à l'oral. Ça signifie que si U1 jusqu'à UP engendre H comme espace vectoriel, autrement dit, si H est l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à U2 jusqu'à UP. Qu'y a-t-il dans H? Il y a les combinaisons linéaires de U1, U2 jusqu'à UP, c'est-à-dire les vecteurs de la forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda P UP. Oui, mais alors, qu'y a-t-il dans phi de H? Les images de ces combinaisons linéaires, et donc les combinaisons linéaires de ces images. C'est-à-dire que dans phi de H, il y a les vecteurs de la forme lambda 1 phi de U1 plus lambda 2 phi de U2 plus lambda P phi de UP. Autrement dit, si H est l'espace vectoriel engendré par U1, U2 jusqu'à UP, alors, avec le raisonnement que l'on vient de faire, phi de H, ou l'image directe de H par phi, c'est l'espace vectoriel engendré par phi de U1, phi de U2 jusqu'à phi de UP. Un cas particulier de cette propriété est la suivante. Si cette fois la famille F égale U1 jusqu'à, alors j'ai pas pris la même taille parce que en général n est plus grand que P dans cette configuration. Je répète, si F est la famille U1 jusqu'à UN est génératrice de tout E, alors la famille image, que ici j'appelle F', phi de U1, phi de U2 jusqu'à phi de UN, est génératrice de image de F. Alors là, la preuve de 2, c'est tout simple, puisque d'après 1, et dans la situation dans laquelle on s'est placé, F' engendre F de E. Phi de E, pardon, puisqu'ici j'ai appelé mon application linéaire phi de E. Mais phi de E, qu'est-ce que c'est? C'est image de petit f. D'où la conclusion. Une notation usuelle pour tout le tableau, au lieu de noter, comme je l'ai fait, U' à chaque fois là, on peut noter F' égale phi de F, bien que ce ne soit pas un seul vecteur, mais une famille de vecteurs. Alors, cette propriété va nous permettre de enfin terminer cette vidéo avec la caractérisation des applications linéaires qui sont excusez-moi, la vidéo est longue, qui sont surjectives, et finalement des applications linéaires qui sont bijectives. A tout de suite. Nous voici donc à la fin de cette partie de cours. Bon, comme précédemment, dans les points précédents, la propriété qu'on a énoncée pour une famille finie est valable pour une famille quelconque. Alors, je vous laisse lire pour finir dans le polycopier les deux propriétés qui suivent et qui se déduisent vraiment très naturellement de celles que nous avons fait juste avant là, notamment sur les applications surjectives et
et les familles génératrices. Regardez, proposition, soit phi appartenant à E, une application linéaire, donc de E dans E'. Phi est surjective. Je vous rappelle que c'est le cas si et seulement si, son image égale E'. Grâce à ça et à ce que l'on vient de faire, vous montrerez sans peine, enfin vous lirez sans peine, que phi est surjectif si et seulement si l'image par phi d'une famille génératrice de grand E est une famille génératrice de grand E'. Alors, l'image par phi d'une ou bien de toute, famille génératrice de E est une famille génératrice de E'. L'image d'une famille génératrice quelconque de grand E est une famille génératrice de grand E'. Alors, grâce à ce théorème, si on ajoute le fait qu'une famille génératrice qui est libre est une base, on a enfin la dernière propriété de cette partie de cours qui s'annonce ainsi, soit phi une application linéaire de E dans E', phi est bijective si et seulement si l'image par phi d'une ou bien de toute base, c'est-à-dire famille à la fois libre et génératrice de E, est une base, c'est-à-dire famille à la fois libre et génératrice de E'. Alors, voilà qui termine cette vidéo assez longue sur les applications linéaires. Avec ce cours, en utilisant ce cours, vous pouvez faire les exercices qui sont numérotés 15 à 21. Alors, il n'est pas question de faire tout ça d'un seul coup, mais vous pouvez les chercher, j'en donnerai des corrigés au fur et à mesure. Concernant le reste du cours, vous voyez que pour finir sur les applications linéaires, il nous faudra étudier ce qu'on appelle les opérations sur les applications linéaires, la somme de deux applications linéaires, la composée de deux applications linéaires, et une partie qui apparaît dans la feuille de TD tout à la fin, c'est des applications linéaires un petit peu particulières que vous devez connaître, les homothéties, les projecteurs et les symétries. Donc, pour la vidéo prochaine, vous pouvez lire les points 6.6 et 6.7, 6.8 et 6.9, pourquoi pas, et chercher certains des exercices que je viens de citer, mais là encore, je vais les corriger petit à petit. Voilà, à bientôt pour la fin de ce cours et la suite de nos travaux à distance. Au revoir.